votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux, 365 jours par an, casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? Ce matin, on parle d'un festival, le festival Ludesco, un événement incontournable pour les passionnés de jeux et d'expériences ludiques. Il vous accueillera à La Chaux-de-Fonds du vendredi 15 au dimanche 17 mars prochain. Les festivaliers auront l'opportunité de plonger dans un univers ludique sans interruption, fondé sur le principe d'inclusion. Le festival propose une diversité de jeux adaptés à tous, y compris aux personnes aveugles et malvoyantes. Situé au cœur de La Chaux-de-Fonds, un site classé UNESCO, Ludesco, transforme ce lieu historique en un véritable terrain de jeu, justement. En plus d'attirer les passionnés, le festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels de l'industrie ludique, offrant une plateforme unique pour découvrir des prototypes de jeux et de rencontrer leurs créateurs. Ludesco promet donc ainsi un week-end de divertissement et de découverte et de rencontres au sein d'une ambiance conviviale et inclusive. On en parle ce matin avec Simon Parat, qui est programmateur pour le festival. Bonjour, monsieur Parat. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ? Merci. Oui, ça va bien. Merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler de cet univers qu'est le jeu et surtout de Ludesco. Ça se déroule à La Chaux-de-Fonds et c'est la combienième édition ? C'est la 15e édition, c'est notre anniversaire. Là. Et c'est toujours un carton, hein ? Toujours un carton, oui, on peut dire que, en tout cas, nous, on est toujours très satisfaits de nos éditions. Voilà. Alors, ce que je disais un petit peu en intro, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde, hein, aussi bien aux professionnels du jeu, qui ont l'occasion de pouvoir un peu présenter leur création, mais aussi pour celles et ceux qui ont envie de jouer. Puis finalement, on se rend compte que on n'a pas d'âge pour jouer, en fait, on peut jouer à tout âge, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, et on essaie vraiment d'avoir une programmation qui plaise en même temps aux grands fans de jeux, aux geeks des jeux, mais aussi qui soit ouverte et qui permette aussi à ceux qui connaissent pas trop de s'introduire, de découvrir et oui, voilà, que ça plaise vraiment à tout le monde et de faire découvrir le monde du jeu à la population de La Chaux-de-Fonds et à toute la Suisse romande. Voilà, et ça marche effectivement plutôt bien. Alors le jeu, ça ne s'arrête pas à une boîte qu'on achète avec des règles, avec des petits pions, avec un dé. Il y a une multitude, pléthore de possibilités. Le jeu, c'est un peu sans limite en fait, hein. Oui, c'est pour ça que nous, on a un festival de jeux de société, mais aussi d'expériences ludiques. C'est pour ça qu'on propose aussi du jeu de rôle grandeur nature, des escape games, des jeux de figurines aussi, et puis des jeux d'ambiance un peu divers comme ça. Donc c'est vraiment diversifié. On ne fait pas que du jeu de plateau en soi. Ouais. À l'heure où l'électronique prend beaucoup de place, l'informatique aussi, les écrans sont très omniprésents, hein, dans notre vie au quotidien. Cet univers du jeu, justement, qui permet finalement de sortir de l'écran pour arriver, j'ai presque envie de dire, dans la vie concrète, hein. Ça fonctionne bien et ça attire vraiment toutes les populations, hein. Oui, ça attire vraiment tout le monde. C'est vraiment impressionnant de remarquer que c'est vraiment tout le monde qui vient à Ludesco. Et je pense que beaucoup aiment bien aussi quitter ces écrans parce que c'est quand même pour un événement social, on est quand même mieux quand on se regarde face à face plutôt qu'on se regarde via un écran. Donc, Il y a une notion de partage aussi. Voilà, le partage. Ça, c'est effectivement important. Bon, c'est quoi les points forts de cette 15e édition de Ludesco, alors, je pense qu'un des points forts, c'est déjà que cette année, on n'a jamais eu autant de lieux différents dans la ville de La Chaux-de-Fonds. Oui. Beaucoup pour des jeux grandeur nature en particulier, mais aussi pour d'autres animations. Notamment, on va organiser une nuit de l'horreur qui va se passer entre 1h et 5h du matin dans les rues de La Chaux-de-Fonds. Donc ça va vraiment être très intéressant. On a, comme chaque année, beaucoup d'animations diverses. On a le champion d'échecs, Étienne Bacrot, qui va être là pour une simule-année d'échecs. Excellent. On aura beaucoup d'animations qui sont malheureusement déjà complètes. Ouais. On a créé une version du jeu Mysterium en grandeur nature dans une maison dessinée par le Corbusier. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre encore ? Ouais. Le programme est assez riche, varié. C'est riche et varié, ouais, c'est ce que je voulais dire. Et on a aussi prévu aussi des espaces de jeu où on parlera que l'allemand et l'italien, aussi pour faire une inclusivité vers d'autres langues nationales.
Ouais. Il y a vraiment cette volonté de s'ouvrir. Voilà, on veut vraiment s'ouvrir à tout le monde et vraiment aussi investir la ville de La Chaux-de-Fonds. Est-ce qu'il y a une raison particulière que ça se passe à La Chaux-de-Fonds ? Ou c'est juste que les organisateurs sont de là-bas ? Alors, je pense que tout le comité a vraiment aussi un amour pour la ville de La Chaux-de-Fonds et une volonté de faire quelque chose à La Chaux-de-Fonds. On nous a souvent dit ah, mais vous grandissez, vous voulez pas faire ça un peu sur le plateau suisse ? Puis non, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que que l'UDESCO, c'est La Chaux-de-Fonds. Le nom l'UDESCO est lié à La Chaux-de-Fonds, du fait que on est né en même temps que la ville de La Chaux-de-Fonds et du Locle sont rentrés dans le patrimoine de l'UNESCO, d'où la proximité. Effectivement. Donc voilà, pour nous, c'est hors de question qu'on fasse en dehors de Chaux-de-Fonds. D'accord, mais c'est vrai, mais c'est très sympa et on profite de faire un petit clin d'œil à tous les chaux-de-fonniers qui nous écoutent et qui nous regardent, évidemment. Il y a des best-sellers dans l'univers du jeu, il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres aujourd'hui. Qu'est-ce qui est très à la mode dans cet univers que vous connaissez particulièrement bien, M. Parat ? C'est justement, je pense qu'à la mode, c'est qu'il n'y a plus vraiment de mode. Il y a plein de jeux qui se créent chaque année. Je vois beaucoup de jeux coopératifs qui marchent bien ou par équipe. Mais justement, c'est le fait qu'avant, on avait certains jeux classiques que tout le monde avait et maintenant, on en crée chaque année qui sont toujours mieux les uns que les autres et ça change et voilà, il y a vraiment une diversité de jeux qui se crée de plus en plus. Ça c'est que ça n'arrête jamais en fait, c'est sans fin finalement. Il y a de plus en plus de créateurs de jeux, de plus en plus de conventions de jeux où on peut découvrir et de plus en plus aussi de petits créateurs, j'ai l'impression, et qui se font connaître. Donc c'est vrai on est passé à l'époque où on parlait que du Monopoly, donc c'est très agréable. Uno et Monopoly, ils sont pas là, c'est pour d'autres fois. Et donc ça cartonne et ça prouve bien que les gens ont besoin de s'évader, et de se détendre et de penser à autre chose et peut-être justement de découvrir cet univers du jeu. Il y a un site internet qui permet d'en savoir un petit peu plus sur tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, et il est bien complet. Je vous laisse donner l'adresse. ludesco.ch. Tout simplement. Voilà, pour celles et ceux qui voudraient venir à La Chaux-de-Fonds, alors les activités, on l'a dit, elles sont pour la plupart déjà bien occupées en termes de il reste quand même pas mal de place pour pas mal d'animations, donc il ne faut pas hésiter à regarder sur notre site internet. Justement, avant d'y aller, consultez le site, c'est ça l'idée, ludesco.ch. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Énorme. Je suis Comor, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. À Lausanne, la scène théâtrale vibre au rythme de la pièce « On ne se mentira jamais » où mes invités de ce matin captivent le public en explorant les méandres de l'honnêteté conjugale, le tout dans un éclat de rire assuré sous les projecteurs du théâtre Boulémie jusqu'au 16 mars prochain. Cette comédie signée Eric Assous, récompensée d'un Molière en 2015, promet une expérience aussi divertissante qu'explosive, une vraie performance mémorable, explorant avec finesse les zones d'ombre de la vie de couple. La pièce ne se contente pas de faire rire, elle interroge aussi sur les fondements de la confiance et de la transparence au sein d'un couple. On ne se mentira jamais, à voir absolument au théâtre Boulémie à Lausanne jusqu'au 16 mars, avant une grande tournée partout en Suisse romande. Je suis très heureux d'accueillir sur le plateau Brigitte Rosset et Marc Denet-Monet. Bonjour à tous les deux. Mais bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien c'est tôt, mais nous sommes heureux d'être là. Exactement. Merci, parce que là, vous jouez tous les soirs et puis là, je vous fais vous lever le matin. Oui, pas facile, mais on est là et content d'être là. Et ben voilà, merci d'être là pour répondre à toutes mes questions. Est-ce que vous me jurez de dire la vérité, rien que la vérité ? Oui, on est très gênés de se voir s'embrasser. On nous voit s'embrasser, on se nous voit. On nous voit nous embrasser. Ça, c'est des images de répétition. Exactement. Voilà. Et donc on a des costumes encore plus jolis que ceux-là. Et puis on est maquillés. On a l'air plus fatigué en fait en répétition que ce matin. En tout cas, merci d'être là ce matin. Alors, on va parler de cette pièce qui va poser peut-être pas mal de questions aux couples qui vont venir. Est-ce qu'il faut venir un petit peu, avec la main sur le frein On craignait un peu ça, mais les réactions sont plus positives. Oui. Alors, on ne sait pas ce qui se passe. Après, effectivement, ça va interroger des sujets qui peuvent être un peu dangereux dans le couple. La notion de confiance, de mensonge. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de retour. Non, mais on disait effectivement que c'est un spectacle qui peut remuer, qui a pour but de divertir et de rigoler, mais évidemment, on rit toujours sur des
sujets plutôt douloureux. On ne peut pas rire avec le bonheur. Et on disait avec Marc, si votre couple est en danger, ne venez pas. Voilà. Ou alors venez pour y mettre un clou définitif. Voilà. Ça peut être un exutoire, comme disait Brigitte. Oui, aussi, un exactement, exutoire. de parler de sujets un peu dangereux. Mais on se marre tout le long quand même, oui. On se marre, oui. Il y a en tout cas au début. En tout cas au début, au milieu, et puis il y a une fin qui est pas forcément heureuse, mais en fait sans rien dévoiler, mais qui est pleine d'émotions. Et puis c'est, je crois aussi, ce qu'on va chercher au théâtre, c'est qu'on aime rigoler, on aime qu'on nous raconte une histoire, puis on aime vibrer au rythme de cette pièce qui est super bien écrite par Eric Assous, comme on l'a dit. C'est pas une pièce de nous deux. On a choisi encore nous qui nous embrassons. Ça tourne en boucle. Et on y croit vraiment. Hein, regarde. T'as vu on le fait bien. Et donc voilà, on traverse plein d'émotions. Et puis ce qui est amusant aussi dans cette écriture et ce qui est formidable, c'est que on se dit au début que cette Marianne que je joue est une sacrée emmerdeuse. Et puis au fur et à mesure, on se demande si elle a pas finalement raison et que si vraiment c'est une emmerdeuse. Et qui est la vraie emmerdeuse du couple ou le vrai emmerdeur. Et c'est bien quand on change d'avis sur les gens, parce que c'est comme ça dans la vie. On n'a pas... C'est ça. Mais effectivement, il y a une notion de mélancolie, de douleur dans cette pièce. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous plaît. Ça nous a fait penser un petit peu à l'écriture de Bakri Jaoui, où on rit, c'est une comédie, mais en même temps, il y a quelque chose, ça va creuser des sujets un peu douloureux par moments et un peu tristes. C'est la première fois que vous vous retrouvez ensemble sur scène. Oui. Comment ça s'est passé cette histoire, cette aventure, cette pièce? On avait envie de bosser ensemble une fois, dans une voiture en allant au Décodeur, une émission connue de la radio. On s'est dit, tiens, et si on faisait un spectacle ensemble? Tout simplement. Au début, on s'est dit, on fera quelque chose. Et puis, on s'est dit d'abord qu'on allait écrire. Et puis, on sait que le processus d'écriture, c'est très long. Le temps qu'on se dise qu'on écrit, qu'on trouve le sujet. Et en fait, aussi, on se connaissait peu. On s'admirait beaucoup. Enfin, moi, j'admirais beaucoup Marc. Pareil. Et, voilà. Alors, on s'admirait beaucoup. Voilà. Non, encore plus. Encore plus. Et maintenant, on se connaît mieux. Et il n'y a rien de mieux que de faire un spectacle ensemble. On dit un peu comme faire un bébé, quoi. Et là, on est en train de l'élever, ce bébé qui est né il y a une semaine seulement. Il a une semaine. Il fait pas encore ses nuits. Mais tout ça pour dire que voilà, on s'est dit on fera un jour un truc ensemble. Et puis Marc est tombé sur ce texte et on s'est dit c'est super parce qu'on se projetait pas mal dans ces deux personnages. On sait que c'était possible. Et puis voilà, parce qu'on a Marianne qui est plus extravertie, volubile, et Serge qui est plus introverti, plus distant, plus rationnel. Et puis c'est un bon couple de théâtre. Et après on a été chercher Christian Scheidt à la mise en scène, qui est un metteur en scène formidable, un comédien génial. Et puis Olivier Gabus, Cédric Matter, Anne-Laure Futin, enfin une équipe pour nous entourer. Il y a pas mal de musique dans ce spectacle. Les gens qui viennent disent il y a un côté un petit peu cinéma par moment, parce que c'est quelque chose. On a une bande originale, ce qui est plutôt rare au théâtre en fait, d'avoir. Et il a vraiment fait alors il y a le travail du son habituel où les personnages pourraient écouter des sons, mais il y a une bande originale avec des sons, des mélodies qui traversent le spectacle et qui effectivement donnent un aspect cinématographique. Si on parle un petit peu du pitch, tout commence avec une histoire d'accident de voiture. Mais oui, ça petit accrochage, petit accident, rien, échange de carte de visite avec le monsieur. Et il se trouve que le nom du monsieur avec qui j'ai un accident est le même que l'ancienne voisine de palier de mon cher mari. Et puis, il y a 25 ans qu'ils sont ensemble, ces deux-là. Et juste avant, ou au moment où ils se rencontrent, elle s'était demandé s'il n'y avait pas eu une histoire avec cette voisine de palier sublime, qui s'appelle Mademoiselle Clébard. Et puis toute la pièce va tirer ce fil-là de ce passé. Donc Marianne c'est sur un remue tout le petit passé. détail. Marianne, elle réagit sur un tout petit détail, un petit truc qu'elle va creuser. Et puis il y a un aspect justement interrogatoire et thriller dans cette pièce qui est intéressant. Toute la pièce, on se demande, mais tiens, où elle va en venir? C'est un interrogatoire en fait. Pas que ça, mais en fait, il y a cette notion-là. Quelle emmerdeuse. Quelle emmerdeuse. Elle est jalouse, en fait. Elle est jalouse. Elle est jalouse, elle va fouiller un truc d'il y a 25 ans. Et au fond, elle avait peut-être pas tort d'aller fouiller cette chose-là, où on ne sait pas, mais en tout cas, ça remue beaucoup plus. Comme souvent, quand on va remuer dans un petit marais comme ça, qui a l'air bien tranquille, avec des jolis nénuphars, et puis quand on remue, il suffit de lancer un petit caillou dans la vase pour que ça mette du temps à se reposer. Jolie métaphore. Ça parle à tout le monde, parce que quand on pose des questions, est-ce qu'on a vraiment envie de connaître les réponses? Et on ne sait jamais tout de l'autre, même dans le couple. On sait bien qu'on a des zones d'ombre, des secrets, même à quelqu'un avec qui on vit depuis des années. Et ça va interroger ça, justement. Donc c'est une pièce, est-ce que c'est une pièce hors du temps ou alors elle est complètement d'actualité, selon vous? Elle est intemporelle.
je crois, comme vous disiez, hors du temps, dans le sens où des problèmes de couple. Alors, on s'est demandé si les jeunes générations étaient moins touchées par ça, un petit peu moins, parce que les gens qui sont... Ça parle plus aux gens qui sont le en modèle. Le modèle de couple, c'est vraiment un modèle à l'ancienne, mais qui est quand même malgré tout le modèle dominant, mais c'est vraiment un couple installé avec des enfants, etc. Pour la jeune génération, ce serait leurs parents. Ce serait leurs parents plus. Malgré tout, la notion de mensonge, elle est là. Et puis même en discutant avec des copains, copines qui ont d'autres types de relations, dans le polyamour ou ce genre d'arrangements, petits arrangements, au fond, quelle est la vérité aussi ? Il y a ceux qui se disent tout, qui se disent pas. Je crois que la notion de vérité dans le couple, c'est le sujet de la pièce en fait, parce que le couple, ça c'est intemporel, parce que aussi que ce soit dans l'amitié, dans le boulot, qu'est-ce qu'on dit pas, est-ce que une vérité, ma grand-mère elle disait une vérité bien dite vaut 2 mensonges. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on ment pour protéger l'autre ou pour se protéger soi, ou est-ce que quand on avoue, est-ce que c'est pour libérer sa conscience ou c'est vraiment pour être hors du mensonge. Enfin, voilà, la question de la vérité. On ne se mentira jamais, c'est une promesse intenable alors. Ouais. Et puis c'est absurde de se dire ça. Ouais. Je crois qu'on peut pas. C'est marrant, je regarde Marc. Non, mais forcément, parce qu'on est soi-même, nous, on s'interroge par rapport à nos propres couples, nos propres expériences. Donc c'est toujours intéressant. Et puis c'est ne pas tout dire ou c'est mentir, c'est ça. Est-ce que ne pas tout dire, c'est mentir ? Est-ce que l'exemple qui n'est pas dans la pièce, c'est si tout d'un coup un conjoint, une conjointe demande à l'autre, est-ce que tu as désiré quelqu'un d'autre que moi ? C'est très compliqué, c'est une réponse, c'est une question absurde. Et puis si on pose cette question, est-ce qu'on est prêt à entendre la réponse ? Forcément, est-ce que le désir s'est trompé ? Enfin bon, bref. Bon, ça aborde la grande question de la confiance finalement, c'est ça ? Et de la confiance en soi. La confiance en soi, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu le problème de Marianne, qui le dit d'ailleurs dans les mots, du texte de Erika Sousse, où au fond elle n'a pas vraiment confiance en elle, et quand on n'a pas confiance en soi, on va chercher des preuves d'amour indéfini, à l'infini en fait, chez l'autre. Confiance, fidélité et honnêteté, c'est un peu tout ça. C'est une grande réflexion finalement, justement. Alors, on l'a très brièvement dit tout à l'heure en introduction. Est-ce qu'il y a des retours du public ? Et si oui, quels sont-ils ? Est-ce qu'il y en a qui sont venus vous dire après la pièce dis donc, des fois aussi c'est pendant. du vécu. On était surpris de voir que les gens riaient à des moments où on ne s'attendait pas. C'est toujours le cas quand on fait un spectacle humoristique, mais là, on était surpris. Et puis ils réagissent en disant « Oh non, elle va pas faire ça !» comme ça. Et puis après coup, moi j'ai eu des discussions avec des couples et c'est marrant parce que il y a des interprétations selon son propre vécu très différentes. Il y en a qui disent mais pourquoi elle fait tout ça, au fond c'est pas grave, si elle fouillait pas il serait très heureux. Et d'autres qui disent elle a raison, moi je trouve que lui est un salaud, en fait non mais c'est elle qui est insupportable. Enfin vraiment il y a des gens qui vont généraliser alors que c'est un couple en particulier, il y a pas de leçon qui est donnée dans la pièce, mais il y a des gens qui disent voilà une fois de plus c'est les hommes qui ramassent, d'autres une femme qui est exactement le contraire, c'est pas on s'en prend aux femmes, alors qu'en fait c'est juste un couple, c'est pas un modèle. On n'est pas dans des théories sociologiques, on est dans un texte très bien écrit, très réaliste. Très réaliste, mais qui n'a pas la prétention, de donner des leçons, je sais pas quoi. Au départ c'est un vaudeville en fait. Mais ce qui est intéressant dans cette pièce, je trouve, c'est que c'est au départ une comédie de mœurs, ça part sur quelque chose d'assez convenu, cliché, comme ça avait été dit dans un article du 24 heures, mais que ça tourne et c'est un peu surprenant après. Ça va chercher à ça. Et ça réagit pas tout le temps au même endroit, c'est ça, d'un soir à l'autre, vous avez des réactions qui sont un peu différentes. C'est un peu toujours comme ça dans les spectacles d'humour, chaque public est différent, c'est pour ça qu'on a le trac. Bien sûr, mais là, je trouve vraiment particulièrement, il y a des endroits où tout d'un coup, un soir, il y a un éclat de rire. Alors, il y a toujours des petites différences, mais il y a encore, là, on en est à la 8e ou 8e, je crois, il y a encore des différences assez monumentales sur des grosses réactions ou des... ça arrive tous les soirs, mais à des endroits, tout d'un coup, c'est particulier. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. On ne se mentira jamais, à voir absolument au théâtre Boulimie, à Lausanne jusqu'au 16 mars, avant une grande tournée partout en Suisse romande. Ce matin, je reçois Brigitte Rosset et Marc Denémonet. Merci d'être là tous les deux pour nous donner envie de venir vous applaudir. Alors ça
a l'air d'être complet un peu partout. Oui, alors c'est ça, j'allais le dire. Bien, c'est pour ne pas frustrer. C'est-à-dire qu'à Boulimie, Lausanne, c'est complet jusqu'à la fin. On sait qu'il reste des places à Gland. On y sera les 26 et 27 mars. Enfin, les dates sont sur le site de Marc et le mien. Il y a de la place à Maxi Rire aussi, ce merveilleux festival à Champéry, et à Morges-Sourire, cet autre merveilleux festival à Morges. Et vous savez quoi, on va mettre les dates de votre tournée sur le site mlemedia.ch, comme ça on y retrouve. Parce que la liste, elle est longue comme le bras. Vous allez tourner là, disons, c'est la grosse tournée. Oui, on est parti pour 2 ans, en tout cas, avec des pauses. Exactement. Mais parce là, qu'on supportera plus. Oui, on fait jusqu'en juin. On va s'embrasser encore et encore et encore. Jusqu'en juin, et puis après, on reprendra la rentrée de septembre-octobre, et puis encore au printemps, puis après, encore après. Voilà. Jusqu'à ce qu'on soit allé un peu partout en Suisse. Exactement. Partout, on nous accueille. Et pour donner envie à celles et ceux qui ont envie de venir vous applaudir, vous apprécier sur scène, parce qu'avant on a fait peur à ceux qui sont peut-être un peu en situation un peu tendue en couple, celles et ceux qui veulent venir, pour leur donner envie de venir. Alors qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, vous, ce matin ? Eh bien que c'est passer un bon moment et se faire traverser par de nombreuses émotions. Et puis que surtout, on a, nous, un plaisir énorme à jouer ce spectacle. Et puis je pense que ça peut... On avait un peu cette question-là, est-ce que ça va mettre la zizanie dans certains couples ? Je pense que ça peut aussi en sauver beaucoup, finalement, si des gens... Parce que d'en parler... Voilà, il y a un effet miroir un peu comme ça qui peut peut-être se... Oui, peut-être. Ah, clairement, c'est ce qu'on disait. Oui, ça parle à tout le monde, ça. Mais c'est avant tout une comédie. Il ne faut pas non plus dramatiser les choses. Mais c'est clair que ça va... C'est bien de nous rassurer. Au cas où il y aura un doute. Bon, c'est l'heure de la rafale des questions. Attention, ça va partir dans tous les sens. Je vous propose un ping-pong. Qui c'est qui commence ? C'est Marc. D'accord. On y va ? Attention, c'est parti, rien ne va plus. La rafale de questions. Selon vous, mon cher Marc, la vérité est-elle toujours bonne à dire ? Non. Avez-vous menti pendant cette interview, Brigitte ? Non. C'est vrai ? Oui. Avez-vous des regrets, mon cher Marc ? Dans la vie en général ? Oui. Bien sûr, oui. Oui. Et, éprouvez-vous des remords, ma chère Brigitte, de temps en temps ? Oui, quelques-uns. Sur quel sujet pourriez-vous parler pendant des heures ? L'amour, allez, on va dire. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir, Brigitte ? Un billet d'avion pour les Seychelles. Ah, pas mal. Quelle résolution avez-vous prise cette année, mon cher Marc ? Aucune. Préfériez-vous être riche ou célèbre ? Célèbre. S'il fallait, vous l'êtes déjà. S'il fallait recommencer, que feriez-vous de différent ? Non, moi, ce serait riche, parce que célèbre, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais quand t'es célèbre, t'es peut-être riche aussi. Oui, d'accord. Ouais. Quand t'es riche, t'es pas forcément célèbre. Bon, s'il fallait recommencer quelque chose, qu'est-ce que vous feriez de différent ? Parce que le temps passe. Oui. Qu'est-ce que moi, c'est à moi ? Oui. Je ne sais pas. Rien. Non, je suis content. Rien. Bon, une dernière question quand même. Quel est le mot que vous avez le plus de mal à prononcer, Brigitte ? Jamais. Jamais ? Il ne faut jamais dire jamais. C'est pour ça qu'elle est difficile à prononcer. Ouais. Joli comme conclusion, très bien. Ce titre de Renaud, vous l'avez choisi, Brigitte. Oui. Pourquoi cette chanson ? Expliquez-nous. C'est tellement beau. Bon, j'ai toujours aimé Renaud comme ado et ça. J'écoutais ses chansons dans ma chambre. Et puis, mon amoureux est un fan aussi de Renaud. Et puis, j'ai beaucoup de tendresse pour ces derniers moments de Renaud où on est plus dans le poète que dans le chanteur et dans le souvenir que dans le présent. Bien sûr. Et cette chanson-là, je trouve que c'est encore un bijou. Et dans nos métiers, les mots, on en parle on ne se mentira jamais. Et puis, de ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Et les mots sont des armes, peuvent être des caresses ou des armes monstrueuses. Et que tu connais les... Non, je connais très beau ce que vous venez de dire. Alors Renaud, mais je ne connais pas. C'est très très belle chanson d'ailleurs, effectivement. Merci pour ce que vous venez de dire, ce que vous nous avez offert. Roberta Flack, c'est le titre qu'a choisi Marc. Pourquoi cette chanson ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Parce que j'adore cette chanson, mais je n'explique pas pourquoi. J'aurais pu choisir de la chanson française, parce que moi j'écoute énormément de la chanson française, je suis vraiment un fan de Renaud aussi. Mais cette chanson, je l'aime bien, et puis j'aime bien. Je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on a la version de 1995 par les Fugees, il fait tin, 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 et puis là il n'y a pas le tin, 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 et je la trouve beaucoup plus belle. C'est qui chante ça ? Roberta Flack. Ouais. Voilà. Kelly Softly, la vraie version en fait. Voilà, effectivement. je crois. Mais elle a été chantée par
Beaucoup, oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'elle est sublime. C'est un bon choix aussi. Ouais. Merci. C'est deux chansons un peu romantiques comme ça. Oui, vous êtes un peu fleur bleue là, du coup. Là. C'est Voilà. le théâtre qui vous a rendu fleur bleue comme ça? Non, on l'était déjà avant. C'est pas moi. Est-ce que c'est le théâtre qui rend fleur bleue ou est-ce que c'est parce qu'on est quand même un peu fleur bleue qu'on devient comédien? Peut-être. Je pense qu'il faut être un peu fleur bleue pour ouais. devenir comédien. C'est possible. Bon, ça sera le sujet d'une autre discussion. Et je vous invite volontiers un autre matin de bonne heure pour en parler. Sans Mais avec problème. plaisir, les croissants étaient excellents. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Brigitte et Marc, aujourd'hui? De l'amour encore et toujours. Oui, alors on vous le souhaite tout plein. Pour Marc aussi? Du succès pour cette pièce et qu'on continue à s'amuser avec Brigitte. Bon, voilà. Merci beaucoup d'être venu ce Merci à matin. vous. C'était un Merci à vrai vous. plaisir de vous avoir. Balance ton sport. Dans Balance ton sport, les news, on vous embarque au centre sportif des Îles à Yverdon qui accueille ce samedi l'UBS Kids Cup où les enfants pourront se dépasser, se dépenser même en hiver, on peut le dire. Et nous accueillons ce matin sur le plateau l'organisatrice de cet événement, Muriel Belk. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Un peu d'athlétisme, mon cher Léo, ça va faire du bien. On va courir, on va se dépenser. Le centre sportif ouvrira ses portes à 7h samedi matin et les fermera à 19h. Entre-temps, des dizaines d'enfants participeront à des concours d'athlétisme toute la journée. Muriel Belk, vous organisez cette journée. L'athlétisme, c'est très large, c'est plein de sports différents. Lesquels on va pouvoir voir ce samedi? Oui, en effet, l'athlétisme, c'est très large. Alors, samedi, c'est une compétition un petit peu spéciale qui est organisée chaque hiver par l'UBS et le Weltklasse, où les enfants vont pouvoir faire du saut, différentes disciplines de saut, du sprint, un biathlon et un cross. Magnifique. Et le profil des enfants, c'est lequel? Ça va des U10 aux U16, je crois. Est-ce que c'est que des enfants de la région? Alors, c'est des enfants de toute la Romandie. Donc, c'est tous les cantons romands qui ont pu se qualifier pour cette finale régionale de samedi. Et ils ont entre 8 et 15 ans. Magnifique. C'est une compétition par équipe, je crois. Ces équipes, quelles sont-elles? Comment elles s'organisent? Alors, il y a les équipes, c'est 5 athlètes pour les U16 et les U14 et 6 athlètes pour les U12 et les U10. Et comment ça va se passer? Alors, chaque jeune athlète va accumuler des points un peu dans la journée et les amener pour son équipe et ça va faire un classement par équipe. Exactement. Chaque équipe est classée par discipline selon les résultats de chaque athlète et à la fin de la journée, ceux qui ont le moins de points parce qu'ils sont arrivés le plus souvent premiers gagnent. Donc ça fait 12 heures de compétition, ça fait un gros morceau. Comment ça s'organise une telle journée? Ça fait combien de temps que vous êtes dessus, par exemple? Alors, avec mes collègues, ça fait bien 6 mois qu'on est sur cette organisation. Alors, on est rodés, c'est la 4e année qu'on organise ces finales régionales et on a même organisé la finale suisse l'année passée. Et voilà, ces derniers temps, ça se bouscule un petit peu plus, mais on est très content d'arriver à samedi pour être là pour tous ces jeunes. Et on a la chance d'avoir une centaine de bénévoles qui nous suivent pour organiser tout ça. Combien de jeunes à peu près sont attendus samedi? 740 jeunes. Ok, voilà. C'est énorme. La compétition va donc se dérouler en intérieur au centre sportif des Îles. C'est important de permettre à ces jeunes de faire de l'athlé même en hiver à cette période-là? Oui, c'est super important de pouvoir surtout garder cet esprit compétition également en hiver. Il y a, bien sûr, il y a les crosses à l'extérieur l'hiver, mais il n'y a pas de compétition pour ceux qui aiment, pour les jeunes qui aiment sauter ou faire du sprint. Un mot un peu sur les à-côté de la journée. C'est important, j'imagine, de rendre ce moment convivial, que ce soit un gros souvenir pour ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous mettez en place un peu sur la journée? Alors, il y a plusieurs animations. C'est déjà très compact au niveau de l'horaire. Il y a beaucoup de compétitions. Il y a une buvette qui est là pour les accompagnants, pour les enfants. Et puis, il y a des distributions de petits cadeaux et ce genre de choses. Vous l'avez dit, ça fait plusieurs années que vous organisez ça. C'est quoi un peu l'ambiance, le retour que vous avez des enfants sur ces moments-là? Ils adorent ces moments-là. Ils adorent être là, ils adorent concourir, se qualifier pour l'étape suivante et être tous ensemble. Vraiment, c'est un super moment pour les athlètes, pour les accompagnants, pour les entraîneurs, pour tout le monde.
Justement, c'est quoi comment ça s'organise cette UBS Kids Cup? C'est une compétition qui a lieu un peu à différents endroits en Suisse. C'est quoi un peu le concept, d'où ça vient, l'origine un peu de cette compétition? Alors, l'origine, c'est le Weltklasse Zurich qui a justement voulu organiser des concours pour les jeunes, pour la relève de l'athlétisme par la suite. Et puis, voilà, ils ont décidé, il y a l'UBS Kids Cup avec un triathlon l'été et ils nous ont mis en place cette UBS Kids Cup Team en hiver. Et pour conclure, comment vous l'avez vu évoluer au fil des années? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'enfants, de plus en plus d'engouement? Est-ce que vous mettez en place des choses nouvelles pour créer un nouvel élan chaque année? Alors, pas spécialement des choses nouvelles, mais c'est vrai que les enfants aiment vraiment cette compétition et on sent qu'ils ont envie. Et puis, les éliminatoires, il y a beaucoup d'équipes, donc on arrive vraiment à avoir un engouement des enfants et des clubs pour venir dans cette compétition. Merci beaucoup Muriel Belk. L'UBS Kids Cup débarque du côté d'Yverdon ce samedi 9 mars de 7h à 19h au centre sportif des Îles. Merci beaucoup d'être venu nous trouver. Et merci à vous de m'avoir accueilli. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Bonjour Charlotte Jacobson. Bonjour Philippe. Comment ça va? Ça va très bien, merci. On va parler du livre de la semaine d'ici quelques instants. Et je voulais juste faire un petit coup de teasing parce que tout à l'heure, on va parler bière. Quand je vous ai dit ça au antenne, on m'a dit « Ah, ça c'est super intéressant ». On m'a dit « Il y a des bouquins sur la bière, hein, c'est juste, hein ?» Oui, oui. Alors vous qui êtes spécialiste, vous pouvez nous le dire, vous pouvez confirmer. Là, j'avais justement pris quelques bouquins, rando bière, ça c'est le genre de choses qui fonctionnent bien. Ah oui, très très bien. En Suisse, chez Helvétique, c'est extraordinaire. On peut justement faire de la randonnée et puis faire des pauses dans les brasseries artisanales. Ouais. Donc c'est une bonne motivation. Ouais. Voilà, ils font ça pour le vin aussi. Ils font ça aussi pour le vin. Ouais. Il y a des randos spéciales enfants aussi. Ouais. Là, c'est pas bière, c'est plutôt goûter. Mais ouais, c'est un éditeur suisse qu'on adore, nous, en librairie. Ouais. Merci. En plus, l'avis d'une spécialiste, ça fait toujours plaisir. La Louisiane de Julia Mallier est un roman captivant qui va vous plonger au cœur de la colonisation française du Nouveau Monde chez Stock. Et c'est votre livre de la semaine, Charlotte Jacobson. Oui, c'est mon livre de la semaine. Julia Mallier est très jeune. Elle est professeure d'écriture créative à Sciences Po à Paris, entre autres. Elle a vécu aux États-Unis. Et j'avoue, j'ai choisi ce roman parce que j'aimais sa couverture. Ah. Voilà. Moi, je faisais la même chose avec les disques. Voilà. Alors, j'aimais la couverture, je prenais le disque. On n'ose pas souvent le dire, mais c'est vrai que moi, j'aime choisir, comme beaucoup de gens, le livre à sa couverture. Je l'assume tout à fait parce que l'image va déclencher une émotion immédiate. Et moi, ça lance mon imagination sur une piste et c'est déjà une partie du plaisir d'imaginer ce qu'on va lire avant même d'avoir lu la 4e de couverture. Donc c'est un très beau livre, en plus c'est un très beau volume. C'est vrai que c'est une belle couverture à part ça. On a très envie de passer du temps avec, enfin moi en tout cas. Tout à fait. Très bel accessoire. Donc, avec ce détail du tableau d'Eugène Delacroix dont on apprend qu'il s'appelle « Jeune orpheline au cimetière », allié au titre « La Louisiane », je trouve qu'il est un mot qui a une très jolie sonorité liquide et sensuelle. C'était pour moi la promesse d'un voyage historique, d'une histoire de femmes déchirantes, d'exil, de deuil, de misère, quand on voit cette femme avec sa chemise qui tombe comme ça sur son épaule. Mais on a aussi une posture dynamique et très volontaire de la jeune fille, cette bouche rouge entrouverte, ses pommettes rosées, elle a un regard très déterminé. C'était aussi pour moi la promesse de rencontrer des personnages très courageux qui ont soif de vie. Promesse tenue donc. Alors, promesse tenue. Ouais. Effectivement. La Louisiane est un roman de l'invention de soi face à la fatalité et à l'adversité. Le roman commence à Paris en 1720. Une centaine de jeunes femmes, pour la 2e année consécutive, sont sélectionnées à la Salpêtrière pour partir en Louisiane, qui est alors une colonie française, épouser les colons qui sont sur place pour fonder une famille. Alors il faut savoir à l'époque que la Salpêtrière n'est pas seulement l'hôpital qu'on connaît aujourd'hui, c'était à la fois un asile, une prison, un hôpital et un orphelinat, voilà, pour les femmes. Et la Louisiane n'est pas non plus l'État qu'on connaît aujourd'hui, il était beaucoup plus étendu, il représentait pratiquement un tiers des États-Unis. D'accord. Alors, personne ne sait parmi ces femmes si c'est une chance ou une punition d'avoir été sélectionnée, si elles quittent la peste pour le choléra ou pour la rémission. Mais enfin voilà, ces 3 jeunes femmes en particulier qu'on va suivre. On va suivre leur destin de ces femmes qui sont embarquées sur une transatlantique de plusieurs semaines.
Alors quand je dis transatlantique, c'est pas le Titanic, on est au XVIIIe siècle. Donc on va suivre Charlotte, orpheline, Pétronie, qui est une aristocrate désargentée, et Geneviève, qui a été emprisonnée pour avoir pratiqué des avortements. Ces femmes vont se lier malgré elles pendant le voyage, et les péripéties qui l'accompagnent. On aura même une attaque de pirates qui pourra plaire aux amateurs de flibuste. Arrivés en Louisiane, on suit leurs existences respectives pendant plus d'une décennie, entre amour, mariage, maternité, spiritualité, plaisirs inattendus, amitié, mais aussi misère, solitude, frustration, jalousie. Donc en parallèle de cette grande fresque romanesque, le lecteur fait une plongée dans une période de l'histoire très méconnue. C'est le quotidien des colons, les enjeux commerciaux, politiques et sociologiques de l'époque, la cohabitation avec les Indiens. On a vraiment tous les ingrédients romanesques, l'esclavage, les guerres meurtrières, les famines, mais aussi les ouragans, le climat brûlant et humide qui ont jalonné l'histoire de cette terre alors parfaitement impitoyable. C'est passionnant. Du point de vue historique, c'est ultra romanesque. On est vraiment emporté dans cette aventure au féminin. C'est un roman qui fait plus de 500 pages, qui compte de nombreux personnages qui ont plus de 3 siècles. C'est pas une lecture un peu difficile ? Alors non, c'est pas difficile parce que c'est extrêmement bien construit. Les chapitres sont courts et la chronologie, elle est linéaire. On voit, chaque chapitre est consacré qui à Charlotte, qui à Pétronie, qui à Geneviève, et puis on avance dans le temps. Donc c'est assez facile, on perd pas le fil. Mais c'est sûr que le lecteur doit s'efforcer de prendre son temps. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce livre, pour faire passer un petit message au lecteur. Car lire un gros livre comme ça, historique, c'est comme cuisiner un bon plat de légumes de Yotam Ottolenghi. J'entends souvent « Ottolenghi, c'est difficile ». Non, Ottolenghi, c'est pas difficile. Ouais. C'est juste long parce qu'il y a beaucoup de découpes et on choisit ou pas, finalement, de prendre ce temps. Donc le lecteur, lui, doit changer de temporalité par rapport à son quotidien, accepter ce temps, ralentir vraiment pour mieux faire entrer ce qu'on lui raconte, apprécier les émotions, la poésie, l'écriture sensuelle de Julia Mali, qui a elle-même, apprend-on, mis 8 ans à se documenter et à écrire ce roman. Donc je me dis que la moindre des choses, c'est de lui consacrer quelques jours pour faire honneur à son talent. Voilà, on en ressortira vraiment éclairé, grandi, ému et plus fort par l'expérience de ces personnages historiques qui résonnent dans notre expérience contemporaine. Merci Charlotte Jacobson. Aux éditions Stock, La Louisiane, ce livre à découvrir de Julia Mali, c'est le conseil et le coup de cœur de la semaine. Voilà. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Ce matin, je vous présente une bière que vous connaissez, qui a marqué les esprits et les papilles, la célèbre bière artisanale de Renan, sacrée championne du monde en 2021, avec la médaille d'or de European Beer Star. J'espère que je prononce juste, je vais me faire engueuler peut-être tout à l'heure. Partons à la découverte de l'univers brassicole de la Nébuleuse, réputée pour ses étiquettes au design unique et son univers graphique original. Fondée en 2014 par 3 amis d'enfance, Arthur Viau, Jérémy Pernet et Kouros Gavami, cette brasserie fête déjà ses 10 ans d'existence. Au-delà de son esthétique singulière, la Nébuleuse se distingue par la qualité de ses bières. En témoigne le succès de sa bière sans alcool, la diversion qui vient d'enrichir sa gamme. Cette dernière s'invite également de plus en plus lors des événements gastronomiques où ses accords mets bières font sensation. Bonjour Arthur Viau. Bonjour Philippe. Et bonjour Jérémy Pernet. Bonjour. J'ai pas dit de bêtises. Non, 0. Pas pour l'instant. C'est parfait. Ah, ça commence bien, ça commence bien. Bonjour à tous. Et alors, tout d'abord, bon anniversaire. Merci. 10 ans, déjà 10 ans. Il y a 10 ans, est-ce que vous imaginiez ce qui est en train de se passer maintenant ? C'était un projet que vous imaginiez comme ça ou vous étiez loin d'imaginer ce qui est en train de vous arriver ? Je pense que c'était un rêve, mais on avait du mal à visualiser exactement ce qui allait se passer. On était aussi au début de la vague des brasseries artisanales. Donc, il n'y avait pas du tout autant de monde sur le marché. Le marché était très différent. Donc, il y a beaucoup... on en a rigolé avant. Il y a beaucoup de bière qui a coulé sous les ponts depuis 10 ans. Et donc non, on ne s'imaginait pas exactement là où on en est. Ouais. Mais bien évidemment, on était plein d'enthousiasme et on se voyait aller loin, quoi. Donc, c'est vrai que les brasseries régionales, locales, c'est très à la mode. Il y a eu tout d'un coup, il y en avait plein partout, etc. Vous êtes arrivé dans cette vague de bière, en quelque sorte, à ce moment-là. Mais il fallait jouer la carte de la différence. C'est ce que vous avez réussi à faire, en quelque sorte, c'est ça ?
Ouais, je pense que chaque brasserie a sa façon de se différencier. Et nous, c'était aussi par le côté culturel. On avait des bières assez houblonnées aussi, donc une trame assez facilement lisible. Et puis voilà, on a toujours dit on fait des choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Donc je pense que ça fait partie aussi de l'ADN de la nébuleuse et puis de ce côté un peu excitant que les gens aiment bien avoir, quoi. Bon, racontez-nous comment tout a commencé. Moi, j'ai envie de voyager un peu dans le temps. Allez, on enclenche la machine à remonter le temps. On se retrouve il y a 10 ans en arrière. C'est quoi, une histoire de potes? Vous discutez autour d'une table en train de boire un verre et puis... à la base... Comment ça a commencé? Ça a commencé avec du brassage chez moi. En tant qu'étudiant, j'ai commencé à brasser ma bière. C'est devenu une passion. Et puis, j'ai pris un bon nombre de personnes autour de ça, dont Jérémy et Kouros, qui sont vraiment des amis d'enfance et avec qui on a un lien tout à fait particulier. Et la passion prenant de plus en plus de place, il y a ma femme, qui était ma copine de l'époque, qui m'a dit un jour, bon, maintenant, j'en ai marre d'avoir des fermenteurs dans la salle de bain, des bouteilles qui sèchent partout, des grains partout. Donc il faut que tu te trouves un local. Et je pense que ça a été un peu un élément catalyste parce que du coup on a commencé à louer un local au Flon et on a commencé à brasser. Du coup on avait un loyer, on s'est dit mais ça devient une passion qui prend quand même pas mal de place. Et on avait tous envie d'un tournant dans nos carrières qui était relativement récente en fait à l'époque et c'est venu naturellement d'un coup. Et entre le moment où on a émis pour la première fois l'idée, ça devait être en octobre 2013 et la brasserie a été fondée en février 2014. Donc en fait ça a été assez rapide entre le moment où on a pensé pour la première fois mais tiens, est-ce qu'on en ferait notre vie et le moment où on s'est vraiment lancé. C'est ça qui a déclenché quoi, vraiment, je dirais. Mais quand même, passer de la maison où effectivement il y a des choses qui traînent un peu dans l'appartement à gauche à droite, au succès que c'est devenu, il y a eu quand même un fossé entre les deux. C'est d'abord une histoire donc de passion avant tout, et d'amitié aussi, on le comprend bien. Et puis après, il fallait trouver son identité, j'imagine, c'est ça? Alors par le goût, mais pas que, il y a aussi le design, tout ça fait partie d'un tout. Alors on voit vraiment pour nous une brasserie, c'est une âme, c'est un tout, et effectivement ça se limite pas juste au produit. Le produit il est essentiel, on doit faire un produit dont on est fier et qui est exceptionnel, sinon on n'arrive pas à trouver la motivation. On a un motto en interne, c'est qu'on ne vend rien qu'on n'aime pas nous-mêmes, donc si le test est un peu, si nous on n'arrive pas à boire un verre de la bière, c'est exclu que ça sorte. Mais bien évidemment ça se limite pas que au produit, et ça c'est quelque chose dont on était... sur lequel on était très très clair dès nos débuts, quoi. Il fallait qu'on ait un design qui nous plaise, il fallait qu'on soit actif au niveau de la vie sociale de la région. Jérémy typiquement est très très actif de ce côté-là, puis on connaissait pas mal de gens et c'était un tout pour nous vraiment, quoi. L'analogie c'est un peu comme quelqu'un qui cuisinerait bien à la maison versus avoir un restaurant, c'est deux choses différentes, quoi. Donc la bière c'est un élément, mais il y a tout qui va autour également, quoi. Bon, alors pourquoi la nébuleuse alors? Il va nous poser la question, je suis sûr. C'est ça? Oui. Oui. Non, c'est souvent la question qui revient, c'est clair. Mais je pense que ça représente... Enfin, on s'est approprié le nom et on le trouvait chouette au début. Et en fait, d'année en année, en fait, je parle pour moi, mais je pense que je parle pour les trois. On s'est vraiment approprié ce côté, identifié encore plus à ce côté vraiment nébuleuse où ça signifie, ça peut signifier plein de choses, mais ça nous laisse en fait une marge de manœuvre de créativité, parce qu'une nébuleuse, si on pense juste typiquement à ce qui est dans le ciel, ça peut être, c'est pas très précis comme visuel, donc ça nous laisse vraiment une largesse de créativité quasi sans limite. Puis ça c'est vraiment un truc qu'on voulait aussi depuis le départ, de pas directement être bloqué dans un carcan dans lequel ça aurait été compliqué de sortir. Là, voilà, la créativité est illimitée, quoi. Bon, ça sonne bien en plus. Et puis au niveau de l'origine, pourquoi on avait les recettes, on avait l'envie, on avait posé nos démissions respectives, mais on n'avait pas de nom. Donc on a fait, pour la petite histoire, on a fait une grande soirée dans notre local au Flon, on s'est retrouvés avec beaucoup de gens. On a fait une soirée tableau blanc, on a demandé aux gens d'écrire dessus, de donner des idées. Et puis le nom n'est pas sorti, mais à la fin de la soirée, forcément ça s'est terminé assez tard. C'était un tel mix de personnes. Il y avait des amis d'enfance, des collègues, de la famille, il y avait vraiment de tout. Et je ne sais pas lequel de nous trois a sorti, c'était une nébuleuse complètement... folle, et c'est ça qui nous a fait marquer, quoi. Et à quel moment a débarqué le Zeppelin qui est votre logo?
Alors ça, c'est venu pendant un concours pour être franc, c'est venu pendant un concours de logo. Ok. Il y a quelqu'un qui nous a sorti un Zeppelin au tout début, parce qu'après avoir trouvé le nom, on cherchait ça, et puis on n'a pas compris le lien. Et puis l'explication, c'était une explication assez poétique. C'était vous n'êtes pas du milieu brassicole, vous avez un rêve, vous avez un nom qui entre guillemets veut pas dire grand chose, et puis vous êtes perdu. Vous n'êtes pas avec forcément le bon véhicule, mais vous êtes perdu de manière assez poétique dans cet espace-là. Et on a un côté très équipe, on est très soudés, on travaille ensemble, etc. Et donc ça nous a beaucoup plu parce que le Zeppelin, ça représentait aussi il y a un petit côté bateau, on est tous dans le même bateau et puis on avance. Et il y a un côté, c'est pas forcément... Il y a un côté poétique avec le Zeppelin, quoi. C'est un grand ballon, etc. Et ça s'est perdu dans un endroit où ça devrait pas être. Et donc c'est pour ça que ça nous a marqué. Puis bon, on aime bien Led Zeppelin aussi, donc on va pas se mentir. Donc ça nous a d'office marqué. Oui, ça fonctionne très très bien. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. L'univers brassicole ce matin avec mes invités Arthur Viau et Jérémy Pernet. Merci d'être avec nous. On parle de la Nébuleuse qui fête ses 10 ans. Vous avez fêté ça? Vous allez fêter ça? C'est prévu? Il y a une bastringue qui est prévue? Ou la bière va couler à flot ou pas? On a prévu de faire pas mal d'événements tout au long de l'année. On s'est dit en faire que un, ce serait un peu dommage au vu de tout ce qu'on a fait pendant ces 10 ans. Je suis d'accord. On a un programme assez chargé qu'on va... Enfin, il y a encore des choses à finaliser, etc. Mais entre autres, on fait un revival de nos bières de saison. Donc où les gens pourront choisir en fait, quelle bière ils ont préférée. Il y aura des votes et puis on va recréer en fait des bières qu'on a fait durant ces 10 ans. D'accord. Ça, je pense, aussi une ligne rouge qui va durer toute l'année. Et puis après, on a plein de petites surprises, mais on les garde encore un petit peu, quoi. Alors là, vous allez voyager dans le temps, donc vous allez ressortir quelques best-sellers de ces 10 dernières années. Et puis en même temps, il faut tout le temps se réinventer. Hein. Ça fait partie aussi on va dire de votre quotidien. Il faut toujours repenser à la suite. Donc comment on fait? Comment ça se passe? Comment vous sont dévoilés les secrets, hein, mais vous réunissez, j'ai pensé à un truc, on goûte, on fait des essais, ça se passe comment? Alors au risque de paraître assez informel ou peu réfléchi, pour nous on a notre gamme annuelle où on a en gros 8 bières qu'on a toute l'année, et puis par-dessus on a des brassins éphémères qu'on fait une fois, qui ne reviennent pas derrière. Bon, là on fait une exception cette année parce qu'on fait un revival comme disait Jérémy juste avant. Mais comment est-ce qu'on définit ces brassins éphémères? Pour nous, c'est un échappatoire créatif, c'est un moyen d'activer les équipes. Alors bien évidemment, on met un peu là ou là sur certains projets qui font pas de sens, même si historiquement on a fait des choses qui sont vraiment funky. Mais on se donne en gros une trame, on va dire par exemple, on veut une bière qui soit assez estivale, facile à boire, ou au contraire, on veut vraiment une bière qui soit charpentée, hivernale, etc. Puis sur cette base-là, en général, on a la production chez nous qui va venir avec une liste de suggestions. On fait un vote. On se retrouve tous et puis on vote sur ce qu'on a bien aimé, pas aimé. On en démocratie. Exactement. C'est un processus très suisse au final. et puis on vote et puis après la recette est affinée. En général, on en reparle une fois ou deux et puis derrière c'est envoyé. Et on fait des choses. Bien sûr, parce qu'il faut qu'on trouve un marché, mais quand on fait des bières comme ça, on fait aussi des choses pour se faire plaisir à nous. C'est un peu, c'est entre guillemets un peu égoïste, mais c'est un plaisir pour l'équipe. Et on essaie de faire des choses qui sont significatives et puis qui résonnent en nous. Tout à fait. Et avant de sortir une nouvelle bière, un nouveau produit, ça prend un peu combien de temps? C'est une histoire de semaines, de mois? Ça dépend de la bière. Alors on fait pas de test. C'est quelque chose toujours qui surprend un peu. Pourquoi on fait pas de test? Parce que chaque appareil de brassage est différent et donc pour pouvoir faire un test à petite échelle, il faudrait qu'on ait de l'équipement qui soit vraiment exactement similaire à ce qu'on a mais en tout petit. Et puis on s'est rendu compte qu'en faisant des tests à petite échelle, des fois on refaisait le même brassin sur nos installations normales, on n'arrivait pas au même résultat. Et on sait jamais si c'est parce que le matériel était différent ou quoi. Donc on fait pas de test. En termes de durée, typiquement, une bière facile, ça va nous prendre 3-4 semaines. Une bière qui a besoin de garde, qui est plus longue, etc., ça peut prendre jusqu'à 2 mois. Après, il y a des bières barriquées qui peuvent durer beaucoup plus longtemps, mais on ne fait pas vraiment de barriquées. C'est très compliqué de mixer les deux productions chez nous, quoi. Et puis en général dans une brasserie. On se rapproche de plus en plus de
de ces habitudes qu'on avait avec le vin, je trouve, hein, la bière et le vin. Il y a quelques similitudes. On parle de barriquet, on parle de ce genre de... Et les accords mets-bière aussi existent de plus en plus. Et ça fonctionne très très bien. Pour revenir à la manière de fabriquer la bière, je crois qu'on peut visiter d'ailleurs la brasserie. Hein. C'est quelque chose que vous mettez en place avec une visite complète et des explications et tout ça. C'est juste. Ouais, c'est juste. C'est vrai passionné. Hein. Alors, on a des visites qui sont organisées toutes les semaines et puis les gens sont assez intéressés. Nous, c'est vrai on est très ouverts sur nos processus, sur notre façon de travailler. Donc, il n'y a pas de secret de polichinelle. On montre ce qu'on fait, on n'a pas de soucis particuliers. Puis, on a la particularité que tout est fait chez nous, quoi. Donc, on fait les bouteilles, les fûts, les canettes. Tout est fait directement à Renan chez nous. Et donc, les gens, dans l'espace d'une visite, ils voient tout le processus de brassage. Ça, c'est dans l'air du temps aujourd'hui. Les gens sont sensibles aussi à ça. Hein. Complètement. Complètement. Face à cette grande industrie, sans citer de marque qu'on connaît, il y a des bières, des grandes marques en pignon sur rue depuis des années au niveau international. Comment on arrive à faire sa place dans cet univers qui est un univers particulier? C'est jouer la carte locale ou régionale? Ouais, alors il y a un côté local évidemment, mais ça c'est dans, je pense, les produits de consommation en général, où on veut avoir des produits qui sont plus proches de nous. Des produits moins transformés aussi peut-être, des recettes plus authentiques. Il y a des brasseurs qui n'utilisent pas forcément de la céréale, peut-être des concentrés. Nous, c'est clair que tous les produits viennent du plus local possible. Alors on travaille quand même principalement avec des produits européens et pas suisses, parce que c'est compliqué de sourcer des produits de qualité à grande échelle pour faire de la bière. Puis après, je pense que c'est juste le côté qualitatif aussi. Oui, on est local, mais nos produits sont vraiment de très bonne qualité. Et puis je pense que clairement, ça joue aussi... dans le choix des gens de prendre ces produits-là. Moi, je pense qu'il y a une notion aussi d'authenticité qui est très forte. C'est-à-dire que les gens... alors avant tout, on a eu un développement très lausannois au début, donc vraiment Grand Lausanne. Mais maintenant, je dirais qu'on a passé ce stade, puis qu'on est véritablement roman. C'est très fréquent qu'un consommateur connaisse quelqu'un qui travaille à la brasserie. Et il y a un sentiment de proximité qui est fort. Il y en a beaucoup qui sont venus déjà visiter la brasserie. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut nous enlever, en fait. C'est un fait, c'est là, et ça entraîne une forme de sympathie, et on veut que les gens, en fait, ils s'approprient le produit, que ce soit un peu à eux aussi, que ce soit pas juste à nous. Et puis c'est une approche qu'on a eue en interne avec les gens qui travaillent à la brasserie, mais qu'on a aussi en externe avec nos consommateurs. On veut que les gens ils sentent que c'est leur brasserie aussi, c'est pas juste notre brasserie. Et c'est pour ça aussi qu'on les écoute quand ils ont des feedbacks à nous faire sur les produits, sur ce genre de choses. Vous avez des retours justement? Beaucoup. Vraiment une proximité finalement avec le consommateur. C'est toujours quelque chose qui m'a surpris, mais on reçoit fréquemment des appels ou des emails de consommateurs qui des fois nous disent juste merci d'avoir fait celle-ci, ou est-ce qu'on peut avoir un détail sur cette recette, ou ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, en tant que consommateur, j'ai pas forcément eu ce réflexe-là dans ma vie, et je l'ai toujours pas maintenant, mais je suis toujours impressionné de voir le nombre de personnes qui communiquent avec nous. Alors bien évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais même en général en direct. Et puis on aime assez bien ce côté bain de foule. Donc quand on fait des gros, par exemple, c'est nous qui sommes le fournisseur pour le Festival de la Cité, qui est un événement assez grande taille pour nous quand même. Et puis on traîne tout le temps là-bas, on serre les mains à tout le monde, on va voir tout le monde. Puis il y a ce côté vraiment, on fait partie du bouillon en fait. Et ça, c'est chouette. Cette notion de partage. Exactement. Mais ça, c'est parce qu'on est passionné avant tout. C'est ça. Ça reste. C'est votre ADN et c'est ultra important. Je pense qu'on la transmet bien aussi et que les gens sont fiers de la marque, quoi, simplement. Les gens de la région. Et vous avez dû penser à celles et ceux qui préfèrent boire de la bière sans alcool. Alors là, c'est là où vous avez dû vous y mettre aussi. Complètement. J'imagine que c'est un gros travail aussi, ça. C'est pas si simple. C'est le côté convaincant d'Arthur. C'est un de ses une de ses grandes forces. Moi, j'étais pas du tout pour faire de la bière sans alcool. Je disais, mais ceux qui veulent boire un truc sans alcool, ils vont prendre plutôt des limonades. Il y a des bonnes limonades locales. Arthur a dit non, on va en faire une. Et ça cartonne, ça marche super bien, voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Non, mais c'était... moi, personnellement, j'avais une volonté d'avoir un bon produit sans alcool. C'est extrêmement difficile à faire, honnêtement. L'analogie que je donne toujours, c'est un peu comme si je vous disais, allez, il va falloir que tu me prépares un plat délicieux, mais je veux pas de calories. Ça restreint vachement les options quand même. En effet. Et donc c'était un travail de longue haleine de trouver une bonne recette. Objectivement, je pense que c'est la recette la plus compliquée qu'on ait. C'est pas la plus longue à brasser, mais c'est de loin la plus compliquée. D'accord. C'est des processus qui sont délicats. Il y a
pas de marge d'erreur, parce qu'à 0,5% d'alcool, en gros, s'il y a quoi que ce soit qui se passe mal, on est tout de suite au-dessus. Et en même temps, il y a tellement peu de matière, parce qu'on peut pas mettre beaucoup, que le moins de dérapage, et tout de suite, ça va sortir faux. Mais c'est un produit dont je pense qu'on est extrêmement fiers aujourd'hui, parce qu'il est excellent, et que pour le coup, il est vraiment différenciant. On voit nombre de bars et restaurants où on place le produit, en général, ils vendent sensiblement plus que, on va dire, la vieille école des bières sans alcool, qui est pas forcément très agréable à boire, quoi. On est d'accord. Donc il y a un vrai changement aussi. Mais il y a aussi une demande qui est beaucoup plus forte, hein. Il y a une conscience des consommateurs qui est plus forte, il y a une volonté d'avoir une alternative. Il y a aussi, nous simplement, même pour nous quand on travaille, les représentants, s'ils vont voir, ils peuvent pas avoir une bière à chaque client qu'ils vont voir, sinon à la fin de la journée, ils peuvent pas prendre la voiture, c'est même assez rapidement dans la journée. Donc ça leur donne aussi une alternative, mais je pense pour les gens, c'est aussi quelque chose de sympa. Enfin, moi personnellement, manger un bon plat avec un soda, ça m'excite pas. Par contre, manger un bon plat avec une bière ou avec un vin, c'est super. Mais bon, je peux pas vivre avec l'alcool qui va avec dans ma journée derrière. Donc c'est une vraie alternative, quoi. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et on parle de bière ce matin avec Arthur Viau et Jérémy Pernet. Il manque le troisième. Il n'est pas là aujourd'hui. C'est Kouros Gavami. Correct. Exactement. Ouais. On lui fait un petit clin d'œil au passage. On lui fait un petit bisou. Ouais. Voilà. Petit ou gros? Petit, allez. On va le revoir tout à l'heure. Donc Bon, voilà, très bien. Ça sera l'occasion. Alors, je le disais tout à l'heure, parce qu'on parlait de ça aux antennes, il y a possibilité de visiter. On en parlait tout à l'heure. Et ça, vous aimez bien le faire aussi. Et vous aimez que les gens soient intéressés par ce que vous faites, en fait. Ouais, pour nous c'est essentiel en fait, que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a dans une bière, comment est-ce qu'on travaille. Comme je disais, on n'a rien à cacher. Et puis ce dont on parlait, c'est un produit de consommation super courant. Une énorme majorité des adultes qui consomment des bières. Et en fait, il y a vraiment une minorité qui comprend comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Puis ça, c'est un peu aussi notre travail à nous, de les prendre par la main, puis de leur montrer comment c'est fait. Puis de leur montrer aussi qu'une bière, c'est pas juste une lager, que c'est toute un panel de goûts, de choses qu'on peut faire, et que c'est pas un petit monde en fait, c'est vraiment un univers, une nébuleuse. Redécouvrir cet univers, et ça c'est plutôt sympa. Est-ce que la bière est à la mode plus que jamais en ce moment? Est-ce qu'on ose ce terme? D'accord avec ça ou pas? Oui, je pense que ça restera un produit qui sera de toute façon indéboulonnable, on va dire. Alors il y a peut-être des styles différents maintenant qui sont plus à la mode que d'autres. C'est comme tu disais, Arthur, c'est un univers qui est quasi infini, hein. Il y aura peut-être de nouveaux styles qui vont sortir à un moment donné. Donc oui, je pense que ce sera toujours à la mode. Ouais. Alors il y a plein de bouquins en ce moment, il y a Rondeau Bière, j'en parlais tout à l'heure, il y a aussi d'autres bouquins d'ailleurs, vous êtes dedans, hein, vous connaissez ce livre, j'imagine aussi. On trouve plein de choses en librairie, il y a plein de choses qui tournent autour de la bière, et puis la gastronomie aussi, hein, je le disais, les accords mets bière, ça fonctionne très très bien. Est-ce que vous êtes aussi de temps en temps appelé à travailler en collaboration par exemple avec un chef cuisinier qui vous dit on pourrait peut-être faire quelque chose en accord avec ce que vous faites? C'est possible ça? Ouais, tout à fait. On fait depuis 2-3 ans maintenant. Chaque année, en fait, on fait un programme qui s'appelle le Food Tour. Et du coup, on travaille en partenariat avec des restaurateurs pour faire des menus plats, vraiment des plats spécifiques créés qui vont en association avec nos bières. Voilà, c'est un travail artistique super sympa. Et vraiment, on veut montrer aussi que la bière dans la gastronomie, c'est pas seulement du street food. Ça peut aussi aller sur des étoilés ou des restaurants vraiment plus gastronomiques. Et c'est vraiment d'avoir le panel le plus large possible pour pouvoir contenter tout le monde. Et puis montrer que la bière peut se prêter à n'importe quelle occasion à manger, quoi. Ouais. Et sommeliers aussi, j'imagine, qui peuvent venir aussi s'intéresser un peu. Tout à fait. Pour bien expliquer comment ça fonctionne et ce que le consommateur a l'occasion de boire. Merci beaucoup, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Là, c'est quoi les projets déjà, avant de vous souhaiter quelque chose? Les projets pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on aura l'occasion de vous voir, notamment au Festival de la Cité, mais il y a plein d'autres choses qui se passent. On réouvre notre salle de dégustation. On va essayer. Donc, on avait une salle de dégustation qui était très active jusqu'en 2019. On a eu un déménagement, ensuite il y a eu le Covid, donc ça c'était un petit peu en berne. Là, on a une réouverture qui est faite, donc on réaccueille à nouveau les gens dans un contexte vraiment plus sympa. Les grands projets, on en a plein, et donc on a vraiment des formes d'activation proches. On a acheté un tuk-tuk qu'on a transformé en service de tireuse de bière pression. On espère en avoir un deuxième rapidement, etc.
Donc il y a beaucoup d'activation et beaucoup de pain sur la planche, quoi. Il y a du pain sur la planche. Exactement. Bon, bah, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Exact. Allez, avec plaisir. Voilà. En tout cas, encore une fois, bon anniversaire. Merci, c'était super intéressant de vous avoir. Et puis longue vie à la nébuleuse alors.